Dimanche, Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique, et Hamidou Anne, essayiste. Les thèmes vont porter sur la crispation politique avec la pré-campagne, la question du viol au Sénégal et la tournée d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain en Afrique. Rendez-vous dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 11h sur iRadio. Dimanche 21 novembre 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Toutes nos excuses pour nos auditeurs. Hamidou Anne, qui devait être avec nous aujourd'hui, est empêché. C'est pourquoi on a contacté notre grand frère qui a accepté avec beaucoup de gentillesse de participer au débat, de remplacer pratiquement Hamidou Anne au pied levé. C'est le doyen Ibrahima Bakhoum, journaliste qu'on ne présente plus, qui sera avec nous au téléphone. Dans ce studio, Adam Wad, directeur de Financial Afrique. Merci donc, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques jours au Sénégal, ça boude partout. Une pré-campagne électorale pratiquement s'est installée avec le local, avec une montée de la violence verbale, qui devient même quelquefois une violence physique. Les sociétés civiles sénégalaises, différentes obédiences, ont fait des sorties en alertant par rapport au local. Il y a le Forum civil qui a fait une sortie, il y a aussi l'Union, le cadre unitaire de l'islam qui a fait une sortie, qui demande d'ailleurs à tous les partis politiques de signer une charte de non-violence par rapport aux prochaines élections. Tout ça, eu égard à ce qui s'est passé le 8 mars dernier. Ibrahima Bakhoum, merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne en direct sur iRadio. Ibrahima Bakhoum, comment peut-on comprendre cette montée de la violence? Bonjour Alassane, bonjour Adama, bonjour aux auditeurs de iRadio. Cette violence, je pense qu'elle était, on pouvait vraiment s'y attendre, sauf que peut-être c'est le temps que ça prend, le temps que c'est en train de couvrir, surtout des acteurs. Le temps, c'est-à-dire, on savait que, bon, généralement au Sénégal, les élections, évidemment, il y avait toujours un moment de tension, de violence dans les propos. Bon, ça fait partie presque de la culture politique sénégalaise depuis très longtemps. Mais c'est maintenant le temps, c'est-à-dire que la période d'arrivée de cette violence, mais surtout le temps que ça a couvert. C'est-à-dire que ça commence à être très long. Vous avez bien parlé du 8 mars, donc le mois de mars jusqu'à maintenant, et on n'est pas encore à l'élection, donc ça va faire presque un an de tension comme ça, cela pose problème. Alors, les acteurs, effectivement, comme vous avez dit, ont alerté, des journalistes ont alerté, la société civile a alerté, mais chaque fois, on a l'impression que ceux qui disent « nous voulons la paix » sont parfois les mêmes qui posent des actes qui vont contre la paix. Qu'est-ce que nous voulons? Aller à des élections apaisées, parce qu'on dit que nous sommes une démocratie. Dans une démocratie, le principe de départ dans la démocratie, c'est que chacun puisse dire ce qu'il a à dire dans le respect des règles, dans le respect de la démocratie, dans le respect de l'autre, de l'adversaire. Mais il s'est passé tellement de choses, tellement de propos qui font qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près certains que les acteurs sont chacun scotchés sur leur conviction que c'est l'autre qui ne veut pas la paix. Quand on dit l'autre, chacun voit comment est-ce qu'on appelle, que c'est l'autre qui ne veut pas la paix. À ce moment-là, on se prépare à. Mais on se prépare à quoi? C'est ça qui est dangereux. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, comment analysons aujourd'hui cette montée de la violence? Bakhoum l'a dit, depuis pratiquement un an, nous sommes dans un cycle de violence verbale qui débouche des fois sur une violence physique. Les acteurs en parlent pour alerter, pour dire faites attention. C'est une tension qui est en train de s'installer. Moi, j'ai l'impression que les acteurs politiques sont sourds. En fait, cette violence verbale traduit quelque chose de fondamental. C'est l'absence d'idées, l'absence de projets de société dans les différents programmes et les différentes coalitions. Nous sommes face à des individus, à des égos, mais pas forcément à des projets de société. Deuxièmement, il y a le recul de l'État en tant qu'arbitre des jeux, parce qu'on ne doit pas se rapporter à la morale pour réguler le débat. Il faudrait que l'État, avec ses moyens de coercition, avec ses moyens de sanction,
puisse s'interposer entre ceux qui veulent empêcher, par exemple, la liberté d'expression de s'exprimer et ceux qui veulent bien l'exprimer, parce que c'est garanti par la Constitution. Donc, à mon avis, c'est très simple. L'État doit jouer son rôle et ne pas transiger par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de manifester, à la liberté d'exprimer ses opinions de manière écrite ou bien sur la voie publique. Mais aussi, de l'autre côté, les leaders doivent appeler leurs militants de rester dans un cadre démocratique, parce que la compétition démocratique suppose un débat, et sans débat, sans les conditions d'un vrai débat démocratique contradictoire, on ne peut pas parler de démocratie. Ibrahim Bakhoum, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que depuis pratiquement plusieurs années, il n'y a plus de partis politiques au Sénégal au sens strict du terme, parce qu'il n'y a plus de formation de partis politiques, il n'y a plus d'école de partis, il n'y a même pas de réunion de bureaux politiques. Les gens sont dans des coalitions, ils attendent d'avoir des places. Je crois que personne ne peut être contre cette canalisation. Ce n'est même pas de la perception, c'est la réalité. C'est que chacun se réveille, il a un nom, vous apprenez tout de suite qu'il a un parti. Ce parti, alors ça, vous avez beau avoir une culture politique et tout ce que vous savez, vous ne connaissez pas plus de 50 partis ici. Je sais à peu près que sûr que si on vous demandait citer 50 partis, vous ne connaissez pas. Et derrière certains de ces partis, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui sont visibles, terminées. Vous avez parlé de formation politique. Depuis qu'on a dit que les coalitions étaient mortes, pas les coalitions, je veux dire, les idéologies étaient mortes et tout, il n'y a plus possibilité de savoir exactement qui est quel courant, qui est quel projet de société, qui fait quoi. Donc on voit plus des individus que vraiment des formations politiques assises. Mais parlons quand même de ce qu'on appelle l'éducation politique à l'intérieur des trucs. Parfois, celui qui a créé le parti, il l'a fait simplement parce qu'il s'est fâché contre quelqu'un ou contre une structure de nom, ou alors contre ce qu'il appelait son ancien parti. Il se fâche, il sort, il crée autre chose. Parfois, c'est l'État qui l'encourage à le faire. Mais ce que je suis en train de dire là, déjà des années 70-80, surtout à partir des années 80. Donc, on encourage quelqu'un à sortir, on le pousse à sortir de sa formation, on l'aide à créer autre chose. Et comme cela, le processus a continué jusqu'au moment où nous parlons. On encourage à sortir ou alors on a des raisons de sortir. Qu'est-ce qui se passe après? Ceux qui sortent n'ont qu'un nom, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de réunion de parti, il n'y a rien du tout. On se réveille un matin, parfois la presse a joué un grand rôle, aussi bien du côté positif que du côté négatif là-dedans. On peut donner la parole à n'importe qui décide simplement d'insulter, puisque maintenant c'est encore plus vrai, ça permet d'avoir des vues si vous êtes sur l'internet, ou peut-être que ça donne de l'audience à la radio ou à la télévision, mais très bien, ces gens ont la possibilité de parler. Et en s'exprimant dans un désordre qui n'est pas celui auquel on devrait s'attendre dans une démocratie, ça crée des tensions, ça crée des suspicions, ça crée des situations telles que chacun se dit il faut absolument que moi également j'ai le moyen de me venger. Et alors on a envoyé les médias, et ce faisant, le citoyen qui aurait pu pouvoir compter sur des gens suffisamment responsables, au discours suffisamment audible et crédible, le citoyen n'a plus ces gens-là, et le citoyen lui-même parfois, il vient effectivement contribuer. Quand je dis le citoyen, pas tous forcément, mais ce que j'appelle l'armée des... Et sur vos plateaux, je crois, un jour j'ai dit, il y avait dans ces pays-là, surtout maintenant, dans les partis, aussi bien dans les partis que dans l'État, il y a des gens qui sont maintenant tellement accrochés à la chose politique en disant que c'est le seul moyen d'avoir de l'ascension sociale, et à ce moment, évidemment, on ne cherche plus la qualité, on cherche le nombre, et qui cherche le nombre et la quantité n'arrive pas forcément à la qualité, ni à rien de bon pour la démocratie. Est-ce qu'Adama, il y a une responsabilité accrue des médias et des réseaux sociaux dans cette culture de violence? Vous savez, les médias suivent en fait le débat. Le débat, il est initié par les politiciens. Un politicien qui pose le débat, il doit parler forcément des enjeux majeurs de la société sénégalaise du XXIe siècle. Nous sommes à la veille, par exemple, de découverte ou bien d'exploitation de réserves de gaz. Je pense que... il n'y a pas de débat de fond. Un vrai débat de fond aurait, par exemple, dit, mais qu'allons-nous faire de ces excédents qui vont venir s'ajouter à l'économie sénégalaise? Est-ce que nous allons prioriser les infrastructures de base et les services de base, ou bien est-ce que nous allons constituer des fonds pour les générations futures
quelles sont les structures de gestion de ces ressources. Et deuxièmement, qu'allons-nous faire aujourd'hui de cette force de travail qui est laissée en jachère, à savoir tous ces étudiants ici des écoles de formation, des universités sénégalaises et qui ne trouvent pas de l'emploi. Allons-nous faire par exemple la loi américaine sur les PME, une PME Act qui permet par exemple de favoriser l'accès des PME dans la commande publique. Je pense que les Sénégalais, en définitive, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir d'achat, c'est leur travail, le travail de leurs enfants, c'est leur retraite. Et il y a la matière à débat, mais seulement on voit quand même, comme a dit mon confrère, les postures politiques qui s'affichent et qui se mettent en avant leur propre programme, agenda personnel, c'est-à-dire il y a de la revanche dans le discours, on le sent, il y a de la rancœur, il y a de l'émotion, et ça favorise la violence. Donc il est vraiment temps de rappeler aux uns et aux autres que l'enjeu pour les Sénégalais, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un nom, mais c'est plutôt un programme. Et malheureusement, là, on n'a pas de programme. Et beaucoup de médias ne font pas le rôle aussi de vigie, de vigilance par rapport aux discours qui sont donnés. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui, ici au Sénégal et dans les réseaux sociaux, qui considèrent que l'insulte doit être mise en avant, le folklore doit être mis en avant. Les programmes ne sont pas adaptés aux réalités que demandent les Sénégalais. Effectivement, vous savez, le problème, c'est que le populisme est vendeur. Quand vous mettez en avant l'insulte, vous avez plus de clics. Donc ça renvoie à notre modèle économique, à la précarité des médias. Les médias sont obligés de suivre une tendance qui est imprimée par Google et par tous les moteurs de recherche, à savoir que c'est l'insulte qui est mise en avant et pas forcément l'idée de fond. Si vous êtes dans le sérieux, en général, effectivement, vous avez très peu de chances d'être visible. Donc il y a une tendance au populisme qui est mondiale. Vous voyez la progression des extrêmes droites en Europe, en Amérique, un peu partout. L'étranger comme bouc émissaire, ça c'est des débats qui traversent le monde du nord au sud. Donc nous, en tant que médias, nous devons à chaque fois que cela se peut rappeler, pas à l'ordre, mais rappeler aux politiciens et aux leaders d'une manière générale que les vrais enjeux sociétaux du Sénégal et de l'Afrique reposent avant tout sur le pouvoir d'achat, sur le développement, sur la couverture sanitaire. Nous venons quand même de traverser la plus grande pandémie presque de tous les temps avec le Covid-19. Donc, qu'est-ce que cela montre? Cela montre que sans couverture sanitaire, les acquis de développement sont vains. Ibrahim Bakhoum, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité accrue du pouvoir de l'État en politisant certains postes de responsabilité? On a vu aujourd'hui des directeurs de grandes régies financières obligés de faire de la politique s'ils veulent conserver leur poste. Est-ce qu'avec Macky Sall, les choses ne sont pas empirées de ce côté-là? Ne sont pas allées de mal en pis? Vous savez, Alassane, cette situation-là, des gens l'ont dénoncée, ça continue. Cela veut dire quoi? Que le président qui nomme aux fonctions civiles et militaires n'écoute pas, mais alors sur ce plan, n'écoute pas du tout les récupérations, n'écoute pas les critiques. Ce qui l'intéresse, c'est comment faire en sorte que la coalition qu'il dirige reste au pouvoir. La dividende politique. Dividende politique, peut-être. Bon, je vais t'expliquer. Vous savez, il y a quelques années, Alassane, vous et moi avons participé à un débat à la télévision sur un plateau. J'avais dit que le Sénégal est entré dans un cycle de règlement de comptes politiques plutôt que de réduction de comptes. C'est parti pour durer. Et le Sénégal en perdrait. Le Sénégal, pas l'État, pas un parti politique en particulier, mais le pays en général, il en perd. L'administration, quand elle est politisée à ce point, à outrance, le poste n'est pas attribué à la compétence, mais surtout aux militants. Et quand vous êtes militant, vous avez un poste. Pour le garder, celui qui vous l'a attribué avait déjà donné le ton. Ceux qui n'auront pas gagné chez eux en 2014, voici ce qui vous attend. Et effectivement, beaucoup ont reçu ce qui les attendait. À ce moment-là, on avait dit, bon, on avait plutôt vu le cas de la première ministre, du premier ministre, Mme Aminata Touré, mais en vérité, en faisant comme ça, on encourage le directeur général à prendre de l'argent de son entreprise publique pour financer ses activités. Il veut acheter, je dis bien acheter de la visibilité sur le terrain. On achète par les médias en allant investir dans les médias, on achète
en déplaçant des populations, on achète en corrompant par-ci, par-là. Et tout cela, c'est l'argent du contribuable qui va dans cela. Alors, si on continue de cette façon-là, on se dit, moi, il y a encore quelques années toujours, quelqu'un avait dit, si nous perdons le pouvoir, nous irons tous en prison, ou beaucoup d'entre nous iront en prison. Celui qui l'avait dit, évidemment, on sait maintenant de quel côté il est, mais ce qu'il avait dit n'avait pas été totalement faux dans la perception des Sénégalais. Oui, il y avait des gens qui méritaient la prison. Il n'y en eut pas beaucoup. Mais ceux qui ont ouvert cette brèche-là, ceux qui ont ouvert ce cycle-là, savent qu'est-ce qui peut encore arriver demain. Donc chacun se prépare à ce qu'il ne se passe pas la possibilité, ce qu'il n'y ait pas la possibilité que cela se passe. C'est-à-dire qu'il faut éviter à devoir rendre compte. Et à ce moment, tous les moyens sont bons pour rester, y compris et dans les nominations et dans le fonctionnement de tout. Mais si on arrive à cette situation-là, est-ce qu'il y a quelque part un affaissement moral de la société sénégalaise ou bien des politiciens par rapport à la gestion de la chose publique? Cet affaissement aussi a commencé à faire de vieux os. C'est en vérité, Alsat. Vous avez convoqué la morale, vous avez convoqué l'éthique. En fait, on aura tout convoqué, mais il reste également, comme on dit, l'humain reste l'humain. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie ou simplement l'instinct de préservation. Et à ce moment, chacun se dit, si je n'obtiens pas ceci, voici ce qui peut m'arriver, voici ce qui peut arriver à mon camp. Donc je fais tout pour garder ce privilège-là. Non pas le privilège, mais il arrive à un moment donné, on ne cherche plus à garder le pouvoir, on cherche à se préserver contre ce qui pourrait nous arriver demain. Moralement, ça pose problème parce qu'on ne fait plus attention à la société, on ne fait plus attention à l'éthique, comme on dit en Wolof, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, bon, voilà, il y a plus à se défendre contre quelqu'un qu'à défendre le pays. Adam, si on arrive à cette situation dans un pays, du point de vue politique, dans tous les compartiments, est-ce que quelque part on est surpris qu'il y ait des questions de viol dans un pays comme ça, où certains même arrivent à banaliser le viol? D'abord, oui, moi je pense que l'administration, l'indépendance de l'administration par rapport au jeu politique est posée par le confrère Bahou. La séparation entre la fonction présidentielle et la fonction de chef de parti. On voit le directeur des impôts, le directeur de la solde, le directeur de régie financière se mettre en politique alors qu'il gère l'argent du pays. En fait c'est toute la question des enjeux, des réformes politiques à venir. C'est rendre l'administration neutre et vraiment la remettre dans son rôle, c'est-à-dire d'être au service du citoyen et en même temps de séparer peut-être, aucun des partis ne milite ouvertement pour ça, mais vraiment séparer la fonction présidentielle de la fonction du chef de parti afin que les nominés ou ceux qui sont nommés aux hautes fonctions ne croient pas redevables à un parti, mais plutôt à un État. Donc il y a des questions de fond. Quant au viol, je pense qu'il y a eu des évolutions en termes... il y a eu des évolutions dans le code pénal sénégalais qui sont très récentes. Donc, ce qui montre la criminalisation du viol. Il y a une criminalisation qui est prise en compte. Donc là, si vous faites allusion à ce qui s'est passé dernièrement... Avec le scandale des Miss. Voilà, avec le scandale des Miss. Moi, je pense que pour le moment, je reste vraiment demandeur des faits, de la reconstitution des faits. Je voudrais savoir bien ce qui s'est passé avant de me prononcer. Oui, Ibrahim Bakoum, aujourd'hui, certains estiment que le viol est un sujet tabou au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons qu'on tait, sous prétexte de Soutoura, alors que des enfants ou des jeunes filles sont dans un traumatisme profond. Allô? Ibrahim Bakoum? Oui, alors on est en train de se perdre. Vous avez dit je disais que l'histoire des viols, les gens estiment que c'est un sujet tabou au Sénégal, qu'il y a beaucoup de victimes dans les maisons et qui n'arrivent pas à en parler parce qu'il y a une chape de plomb qui entoure cette question. Ça a été pendant très longtemps. Mais avec le dernier épisode sur ces questions-là, je pense qu'effectivement, la parole commence à se libérer. Chez des victimes, je n'ai pas dit les victimes parce qu'il y en a encore énormément qui se sont tues et qui continuent à se taire, mais en tout cas au moins certaines victimes ou présumées
victimes ont commencé à élever la voix. Pendant longtemps, on avait considéré que c'était tabou, mais aujourd'hui, des personnes osent s'exposer en disant voici ce qui m'est arrivé. C'est très rare, ça ne faisait pas partie de la culture sénégalaise. Ça se réglait dans les maisons. On a entendu parler parfois de tonton Saï, de Mak Saï, de ceci Saï. Tout cela passait dans les maisons. Et il y a même des gens, dans des cas où effectivement les familles ont refusé de porter plainte tout en sachant ce qui s'est exactement passé. Si bien que le traumatisme est là, la personne garde, elle est victime de ce qui arrive. Et puis, bon, on continue de faire. Mais voyez-vous, avec le temps, ce que ça a donné, c'est quoi? Pendant longtemps, quand on parlait d'infanticide, c'était assez rare, ça a connu d'être choquant dans certains cas, mais disons que les cas se sont tellement multipliés, on en a tellement entendu parler, mais également, avec l'effet amplificateur des médias, un seul cas est répété dans les médias plusieurs fois. Ça fait qu'à force de l'entendre, on banalise ou l'infanticide ou le viol. Mais il se trouve justement quand c'est un viol, des cas d'inceste, des choses comme ça, nous avons encore dans nos familles, dans nos sociétés sénégalaises, ce que nous appelons suturabi, ce que nous disons sangoko sutura, ce que nous disons la protection. Parce que également, l'œil du voisin est aussi extrêmement pesant. Le regard du voisin, c'est ici que ça s'est passé. Quand vous sortez, vous n'avez plus aucune vie. Parce que c'est la structuration, c'est la structure de notre société qui est comme ça. C'est-à-dire que chacun fait attention à ce que les autres pensent de nous, à ce que les autres disent de nous. Et une fois que ça arrive dans une famille et qu'on dise que c'est tel oncle qui a fait cela, ce n'est plus le côté de la justice qui pose problème, mais le regard de la société, le regard des autres. Également, c'est ça qui fait que parfois, les gens ont préféré garder ça, souffrir et laisser la victime souffrir durablement jusqu'à ce qu'un jour, ça crée d'autres situations. Est-ce que la façon dont on éduque nos enfants dans nos maisons aussi n'est pas quelque part une sorte de pesanteur sur les filles qui sont dans la maison, qui sont la chuchotte de travail? C'est la fille qui fait tout dans la maison, c'est qui balaye la maison, c'est qui nettoie la maison, c'est qui fait la vaisselle. Les garçons sont élevés d'une façon à leur montrer que j'ai toujours du pouvoir sur les filles. Et que cette façon de faire, d'éduquer les garçons, font qu'en grandissant, ils sentent à investir d'un pouvoir de droit et de vie sur les filles. Oui, en fait, j'allais en venir. Vous savez que le Sénégal a promulgué la loi criminalisant le viol et la pédophilie en 2020, début 2020. C'est vrai que toute loi aussi a l'efficacité du système de société, du système d'éducation de sa société. Les jeunes filles, surtout en milieu rural, n'ont pas accès souvent à l'école. Donc, les soubassements de cette loi, pour qu'elle soit efficace, doivent être questionnés. Est-ce qu'il y a une obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école? Moi, je pense que ces lois ne pourront être efficaces que si l'obligation de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural et de la jeune fille tout court, et aussi des enfants, des mineurs, est mise en place. Parce que c'est ce qui garantirait déjà à ces enfants la protection par le savoir, la connaissance de leurs droits, la connaissance aussi de leurs obligations. Maintenant, nous avons là, vous parlez en fait de la coutume, de la société sénégalaise telle qu'elle fonctionne en ce moment, c'est-à-dire que les tâches ménagères sont du ressort de la femme et le garçon en général est à lui de chercher la pitance. C'est un peu ça, c'est une division du travail qui date, qui ne correspond plus effectivement à nos aspirations en termes de développement et de modernisme, mais qui suscite aussi un débat qui n'existe pas vraiment, qui est par à-coup, mais c'est un débat aujourd'hui. Est-ce que il y a des évolutions à faire au niveau des sociétés africaines en général, parce que ça, c'est vraiment la problématique de la société africaine. Comment faire pour permettre à la femme d'accéder d'accéder aux mêmes droits que l'homme, même si les lois garantissent l'égalité. Il y a des infrastructures peut-être de base à mettre en place pour que la femme puisse en jouir pleinement. Parmi ces infrastructures, je parle par exemple pour les femmes qui travaillent des crèches, par exemple. Le fait qu'il n'y a pas de crèche publique fait que même si vous avez les mêmes droits que les hommes, vous êtes handicapé
Il y a aussi en matière de droit du travail, par rapport au congé, maternité et autres. Donc il y a un certain nombre quand même de choses et de mesures qui doivent accompagner de telles lois. Donc le Sénégal est à jour sur les lois contre le viol, la pédophilie et autres. Mais encore, il y a des infrastructures de base, des infrastructures juridiques à mettre en place. Ibrahim Bakhoum, pour protéger nos enfants, nos jeunes filles dans les maisons, est-ce qu'il y a un travail à faire dans les maisons avec les parents par rapport à ces questions de viol, ces questions de comportement, ces questions d'harcèlement dont subissent les filles? Il y a forcément un travail à faire, mais vous savez, c'est parfois notre société qui est ainsi constituée qu'il n'est pas facile de parler de certaines choses avec ses enfants. Bon, en principe, il ne devrait pas y avoir de barrage, mais c'est comme ça, c'est notre société qui est comme ça. Quand on parlait de sujets tabous, ça allait encore plus dans les relations parents-enfants. Maintenant, il y a encore 3 jours, j'en parlais avec des étudiants ailleurs, en leur disant que dans la famille nucléaire, maintenant, on a ce problème. Parce que le parent continue à être le parent, donc à se comporter en parent, autrement dit, avec une certaine ascendance morale sur l'enfant, donc blocage pour parler de certaines choses. Dans la famille élargie africaine, sénégalaise surtout que nous avons connue, certains encore ont gardé ça, mais pas beaucoup, il y avait suffisamment de voix autorisées qui pouvaient parler à l'enfant sans que ça soit directement le père, sans que ça soit directement la mère. L'oncle était là, la tante était là, le cousin, la cousine était là. Et en fait, il y avait toujours des cercles d'échanges dans les familles où telle chose pouvait être possible. Évidemment, c'est également dans le même temps, vous allez me dire que oui, c'est justement dans ces conditions également qu'il se passait des choses et qu'on ne dénonçait pas. Mais au moins, il y avait des moyens d'éduquer l'enfant sur ces questions sans que ce soit directement le parent. Maintenant, quand la famille est devenue totalement nucléaire, c'est papa, maman, 1 ou 2 enfants, éventuellement plus le personnel domestique de la maison, le personnel féminin surtout. Il n'y a plus personne pour parler à l'enfant directement de ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on lui laisse? Les réseaux sociaux sont là, tout ce que Internet permet d'avoir est là, et plutôt que d'avoir des voies d'éducation permettant à l'enfant de savoir où se trouvent les dangers, maintenant c'est plutôt des gens qui font dans la perversion, qui lui racontent tout, et l'enfant gobe tout. Et à force de tout gober, évidemment, il grandit avec ça, et voilà, le point de vue résultat. Est-ce que justement ce changement de société, de modernité qui est entré dans nos maisons ne s'est pas accompagné? Excusez-moi, répétez-moi la question. Je disais, est-ce que ce changement dans la modernité ne s'est pas accompagné dans nos maisons, ne s'est pas adapté au changement dans nos sociétés? C'est ça? La modernité n'est pas adaptée à notre société, à nous. C'est ça que vous avez dit. Est-ce que la modernité qui est entrée dans nos sociétés ne s'est pas accompagnée, nous, d'une adaptation par rapport à ça, de nouveaux paradigmes, de nouveaux outils? Oui, justement, c'est que ça nous a surpris. Comme on dit, nous n'avons pas vu le mouvement venir. Il est arrivé à nous subitement, évidemment, peut-être à beaucoup aussi. Donc, on n'a pas été préparé. Mais il y avait déjà de la dislocation sociale avant qu'on en arrive à ce truc. Excusez-moi de toujours répéter parce que c'est comme ça, quand je parle aux étudiants, je répète toujours des choses qui sont anciennes, c'est comme ça. Absolument. Depuis les années où il était difficile, par exemple, prenons le cas de Dakar, où il était difficile à un chef de famille d'être à la maison aux bonnes heures, quand l'enfant est encore éveillé, quand tout le monde est là. Le chef de famille, généralement l'homme, mais de plus en plus les femmes également, est dehors en train de faire ce qu'on appelle le gourgourlou. Alors, à l'arrivée à la maison, il est cassé parce qu'il y avait des conditions de transport qui étaient extrêmement difficiles et tout. Donc la mobilité, j'allais même dire la non-mobilité aidant, parce qu'il y avait énormément de difficultés pour circuler. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passait? Les enfants étaient laissés seuls, étaient laissés à la domestique ou étaient laissés au personnel domestique qui est là employé et tout. Donc l'enfant n'avait pas ce truc-là. Et la modernité, donc, au fur et à mesure que ça avançait, nous nous sommes mis dans la modernité au plan de la production, au plan de l'accès à l'emploi pour la mère, pour le père, etc. Et progressivement, cet emploi a commencé à se précariser.
il est devenu plus difficile de se concentrer sur la famille, et à force de courir après l'autre, après la DQ, la dépense quotidienne, à force de faire ça, on a laissé l'enfant comme ça tout seul. Et quand ces supports sont arrivés, quand les réseaux sociaux sont arrivés, avant les réseaux sociaux, simplement l'Internet, quand il a commencé à venir chez nous, ça nous a surpris et nous n'étions pas préparés à cela. Et parfois, nos enfants avaient une autre préparation qui n'était pas celle des parents. Le résultat, il est là. Adama, pourquoi aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a cette banalisation du viol? Comme si c'était normal, que les choses se passent comme ça, qu'on entend des gens aujourd'hui, une victime de viol, au lieu qu'il ait un soutien moral, un soutien psychologique, ou bien même qu'on l'entende, qu'on l'écoute, que les gens banalisent son discours en disant oui, c'est des mensonges et racontent n'importe quoi. En fait, n'oubliez pas que nous sommes une société qui a toujours vu dans la femme violée en fait l'objet de son propre viol. On a toujours accusé la femme d'avoir eu un comportement qui est un comportement un petit peu outrancier, de s'être dévêtue. C'est-à-dire, dans nos sociétés, la charge de la preuve revient à la victime en matière de viol. Et c'est une société un petit peu qui a hérité de coutumes ancestrales où la femme, elle était à la maison, elle ne doit pas sortir, elle doit se couvrir, et l'homme, c'est l'acteur de la société, c'est lui qui a une voix qui compte. Donc là, dans ce débat-là, dans cette banalisation, à mon avis, qui n'est pas nouvelle, il faudrait juste se poser les bonnes questions. D'abord, quelle est la place de l'école publique dans l'éducation civique des enfants? Quelle est aussi la place du législateur? Parce qu'il faudrait dire que cette inégalité de considération entre la plaignante ou la victime et le bourreau, elle résulte d'une chose, c'est que aussi en matière de droit, la femme a toujours été inférieure à l'homme sur plusieurs aspects de la vie sociale, que ce soit sur le mariage, les divorces et autres, l'accès au foncier, et même peut-être d'autres encore sujets très sensibles dans ce pays, très conservateurs dans le domaine. Donc, moi je pense que l'école républicaine doit donner aux enfants les outils et les moyens de protéger leurs droits. Et deuxièmement, la loi, l'État, le législateur doivent aussi aider la société à avancer vers le bon sens. Oui. Mais dans une société qui est ce qu'on dit religieuse, 95% de musulmans, 5% de catholiques, 2% d'animistes, et toutes les religions mettent la femme au pinacle, au piédestal. Et pourquoi les gens n'appliquent pas ce qu'ils apprennent dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah et autres, par rapport à la femme, par respect de la femme? Moi, je pense que j'aime bien l'exemple en la matière. Je suis un peu l'exemple des grandes démocraties européennes qui ont eu beaucoup de mal à donner à la femme le droit du vote. Vous savez qu'en France, le droit de vote pour la femme est très récent, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. En Suisse, c'est en 1971. Donc, il y a toujours une opposition entre les progressistes et les conservateurs sur ces questions-là. C'est vrai, nous sommes une société de croyants, à 100%, je dirais, parce que toutes les religions, en général, quand même, relèguent la femme dans un rôle assez particulier. Donc là, il y a des choix à faire, et je pense que le Sénégal a fait le choix de la démocratie, de la laïcité, de l'égalité entre hommes et femmes, mais il faut y aller. Et là, ça renvoie encore aux responsabilités des leaders politiques. Est-ce que dans leur débat, cette question du viol est prise en compte? Quel est aujourd'hui, parmi tous ces acteurs qui sont là, celui qui dit « je vais défendre les femmes, je vais assurer la promotion de l'égalité hommes et femmes ». Donc ça, c'est des questions de fond, mais qui doivent être prises en considération par les acteurs de la vie politique sénégalaise. Ibrahim Bakhoum, est-ce que la dénonciation de ces faits dans les réseaux sociaux, dans Internet aujourd'hui, de plus en plus par des femmes qui prennent le courage d'aimer en parler, est-ce que ça peut faire avancer la question, semer la peur, la peur peut changer de camp? Peut-être oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est la peur qui va changer de camp, mais la gêne, au moins, c'est sûr, va changer de camp. Parce que jusqu'à maintenant, ceux à qui ça arrivait, il y avait des coupables, celles plutôt, à qui ça arrivait, il y avait des coupables. Et les coupables ne sont pas seulement au féminin. Il y a également un monsieur au moins qui a parlé clairement en disant quel a été son rôle dans ces affaires-là. Je pense que tout ça, il faut en tenir compte. Donc, oui, la gêne peut changer de camp.
ce n'est plus seulement, ce ne sont plus seulement les victimes qui ont parlé. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui ont commencé à se rendre compte que en fait, publiquement, ils sont en train de perdre complètement de la crédibilité, etc., sur leur respectabilité, sur leur dignité et tout. Et qu'est-ce que cela pose comme problème? Moi, je pense que non seulement la dénonciation a commencé, elle va continuer et on fera de plus en plus attention. Surtout ceux qui sont ou celles qui sont à l'origine de ces trucs, de ce type d'activité. Le business de la beauté, parfois je dis parfois de la beauté factice, ce business-là, évidemment, il va falloir que les acteurs, ceux qui en vivaient, ceux qui l'ont promu, vont devoir revoir comment faire ce travail-là. Et l'État est interpellé, et les parents en même temps. Donc, si maintenant vous avez ces trois acteurs, ceux qui vivaient de ce business de la beauté factice, comme je dis, pour ne pas parler de la beauté et d'autres choses qu'on ne peut pas donner au téléphone, si ces gens commencent à faire attention, l'État a l'obligation d'être plus regardant. Beaucoup disent pourquoi le procureur ne s'autosaisirait pas. Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait, je ne sais pas trop sur ces questions. Cela se pose des questions. Mais également, les filles elles-mêmes qui peuvent être candidates à cela vont commencer à se méfier. Et les parents vont être plus regardants, en tout cas des parents vont être plus regardants. Mais encore, ne pas oublier que, puisqu'on a parlé de business, quand la précarité est là, il y a des familles qui se disent, si ma fille participe à ça, ça peut rapporter de l'argent. Rien que cette recherche du gain à la fois facile et dangereux, mais cette recherche de gain, évidemment, peut encore maintenir certaines familles, certaines personnes, certaines filles dans ce jeu. Et ensuite, il y a le jeu de la célébrité. C'est que nous sommes dans un monde du voyez-moi. Ce sont les médias qui ont amplifié ça. Les personnes veulent avoir de la visibilité en se disant, bon, si je suis je suis connu, regardez les personnes, avant l'avènement des réseaux sociaux comme cela, il y a des personnes que vous voyez qui se déshabillaient, qui se mettaient quasi nues, pour ne pas dire totalement nues, et qui se photographiaient elles-mêmes, ces personnes, pour diffuser dans des réseaux. Alors, quand quelqu'un ose faire ça de sa propre personne, on ne peut plus convoquer ici ce qu'on appelle le droit à l'image, parce que ce droit a été violé par la personne concernée elle-même et qui expose ça. Donc, votre question en tout cas, c'est est-ce que ça peut changer quelque chose? Je pense que oui, ça peut changer au moins amener de la méfiance, mais que désormais, les organisateurs de ce type de manifestations, d'activités, vont faire très attention et peut-être ne vont plus du tout avoir le courage de plonger les filles là, dans cette situation. Au moins, ça peut avoir ce côté-là. Bahoum a parlé tantôt de business factice, de business peut-être à petite échelle, mais si on regarde un business à grande échelle, à l'échelle africaine, le secrétaire d'État américain vient de faire une tournée en Afrique qu'il a amené au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, Anthony Blinken. Il dit dans un article qu'il assure qu'entre la Chine, les États-Unis et les Africains n'ont pas à choisir, que les Américains proposent d'autres choix. Qu'est-ce qui explique cette tournée de Blinken en Afrique? Est-ce que les Américains s'intéressent de plus en plus aux ressources naturelles de l'Afrique? C'est tout à fait, c'est une question dans l'air du temps, comme on dit. En réalité, l'Amérique n'a jamais renoncé à l'Afrique. L'Amérique a des objectifs très précis. C'est sécuriser son approvisionnement en énergie, trouver trouver une alternative aux pays du Golfe, parce que l'Amérique est traumatisée par le choc pétrolier de 1973, et en même temps contrer un géant, la Chine, qui est devenu son alter ego depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique a eu à faire face à l'URSS, mais c'était une opposition plutôt idéologique. Mais là, pour la première fois, elle a en face d'elle un géant, aussi bien économique, technologique, et pour la première fois peut-être depuis la découverte du feu, je dirais que l'Europe est en train de perdre le monopole sur la technologie. Anthony Blinken dit, nous ne voulons pas que vous fassiez un choix, mais nous voulons vous donner des choix. Notre approche sera durable, transparente et conduite par des valeurs. En fait, c'est une façon d'endormir les Africains. La grande différence entre les Américains et les Chinois, c'est que les Américains, ils veulent faire du business avec des valeurs, de l'idéologie. En fait, ils saupoudrent leurs enjeux par des considérations morales.
droits de l'homme, démocratie, les normes, etc. Alors que les Chinois, ils sont pragmatiques. Moi, je dirais que c'est un leader transactionnel qui vous dit, écoutez, c'est combien, nous le prenons. Et en même temps, là où les Américains font l'AGOA, la grande initiative américaine pour permettre aux produits africains d'intégrer le marché américain, exemple de droit de douane, vous voyez que tous les pays éligibles sont conditionnés à l'application de la démocratie. Or, les Chinois, ils disent, écoutez, nous avons un fonds de 60 milliards de dollars pour les pays africains, nous ne vous demandons rien. Si vous avez des opportunités, on les exploite ensemble, on met en place des MEU et on travaille. Donc, il y a quand même deux leaders qui n'ont pas la même démarche et les Africains sont beaucoup plus sensibles aux Chinois parce que les Chinois sont pragmatiques. Or, les Américains, ils vous mettent dans un canal de contrôle, de vérification pour dire est-ce que vous êtes éligible ou non à l'AGOA. Donc, d'ailleurs, l'AGOA, comme vous le voyez, il y a beaucoup de pays qui vont être retirés à partir de janvier 2022. Je dirais, en fait, en un mot, que la Chine est plus dans ce que les Africains veulent aujourd'hui, c'est-à-dire de l'argent, une capacité à transformer, c'est-à-dire à construire des routes, des infrastructures, et en même temps la non-ingérence parfaite dans les affaires intérieures africaines. Parce que c'est là où les Américains et les Européens, d'une manière générale, c'est là où ils se trompent. Parce qu'en exigeant la démocratie, mais à leur manière, parce qu'on voit bien que beaucoup de pays ne sont pas aussi démocratiques, mais sont les meilleurs alliés des États-Unis. Donc, on est un peu embrouillé par, en fait, l'exigence occidentale de la démocratie. Ibrahim Bakoum, dans la même foulée, il y a Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a fait une interview en s'offusquant en disant « Mais nous sommes outrés par nos concurrents n'ont plus de limites ». Mais la question de fond qu'on se pose, comment les Africains peuvent laisser leur pays rester un théâtre d'opération entre les Américains, les Français, les Chinois? Est-ce qu'il y a une incapacité de nos dirigeants à transformer nos pays? Alassane, répétez la question. Non, je disais, il y a une interview dans la même foulée de Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui disait que nos concurrents n'ont plus de limites. En s'offusquant de la présence américaine, la présence chinoise, russe et même turque en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une incapacité des Africains, des dirigeants africains à transformer leur pays, qui reste encore un théâtre d'opération des puissances étrangères? Parce que Yves Le Drian, il est encore sur son vieux matelas très ancien, très confortable, de précaré par exemple en Afrique, ou alors simplement d'influence... et de colonialisme. Colonial, c'est exactement cela. Alors, il n'a pas vu lui aussi qu'il y a quelque chose qui était en train d'arriver, de changer dans le monde. Maintenant, quelle doit être la position des Africains sur cela? Parce que c'est dommage que la qualité de l'écoute fait que je n'ai pas entendu Adama qui est, lui, il est vraiment dans son domaine quand on parle d'économie, il est très à l'aise. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que si nous en sommes là, c'est parce que pendant longtemps, les Français, pour nous, surtout les Français, parce que les Anglais avaient une haute perception, en tout cas une manière de faire leur colonisation et leur diplomatie par la suite, portugais, espagnol également, autre chose. Donc, essentiellement, puisque vous avez parlé de ministre, vous avez cité les ministres français, pendant longtemps, ils se sont dit, ici c'est chez nous. Nous décidons parfois de qui va gouverner tel pays, qui va être à la tête de l'État. Ils l'ont fait. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas avec eux, ils se sont arrangés par la communication, par d'autres moyens en tout cas, ils se sont arrangés pour l'enlever. Est-ce que les peuples sont suffisamment maintenant mûrs pour comprendre ce jeu des Occidentaux, si vous voulez? C'est un problème. Mais les personnes que nous élisons également doivent être plus attentives aux intérêts des Africains, de leur peuple d'abord plutôt qu'à autre chose. Mais c'est comme cela. Alors donc pour dire simplement que ce que nous pouvons faire dans des cas comme ça, c'est que nous avons des sociétés civiles, effectivement, parfois, qui sont, elles aussi, dans certains cas, financées par de l'argent de ces mêmes personnes, de ces mêmes puissances dont nous cherchons à nous libérer de la pesanteur, je veux dire, de la pression. Ces sociétés civiles, si elles sont financées par les mêmes, évidemment, leur discours ne va pas aller très loin aussi dans la dénonciation. Donc, on peut faire du surplace dans le bruit, mais ça n'ira pas très loin dans la dénonciation parce qu'il y a également de l'argent qui vient d'ailleurs. Et on sait, il y a quelques années de ça, je crois que c'est l'Union européenne qui avait parlé d'une très longue
la rallonge budgétaire pour les sociétés civiles africaines. Donc il y a tout ça. C'est vrai que, comme je dis sur cette question, j'aimerais bien mieux entendre Adama, et bon, c'est la qualité de l'âge qui fait ça. D'accord. Adama, justement, est-ce qu'aujourd'hui que Blinken vienne au Sénégal pour vanter la démocratie, que Yves Le Drian fasse cette sortie dans le monde quelque part en disant un prédateur qui veut chercher d'autres prédateurs en Afrique, que les Chinois viennent pas pour nos beaux yeux, pour nos ressources pétrolières et gazières, et que les Turcs soient là, que les Russes soient là, est-ce qu'au fond, la question de fond, c'est pas l'incapacité du leadership africain à prendre en charge les problèmes de l'Afrique, de transformer l'Afrique et d'arrêter de vendanger les ressources africaines aux États-Unis, à la Russie, à la France, entre autres. Est-ce que ce n'est pas la question de fond qui se pose? En fait, c'est une question de fond, mais l'Afrique doit face à ses appétits voraces de la part des anciens colonisateurs qui aujourd'hui... Et de nouveau aussi, des anciens colonisateurs qui aujourd'hui accusent la Chine d'être un prédateur, mais aussi de la part des nouveaux partenaires qui sont aussi là pour leurs intérêts. L'Afrique doit juste mettre en place son agenda. Et je pense que l'Afrique l'a mis à travers la zone de libre-échange continentale, qui est un agenda qui concerne les 54 États, un agenda d'intégration africaine. Qui ne bouge pas. Non, qui bouge, parce qu'on est quand même rentré dans le vif du sujet. L'agenda, il bouge. Nous avons un secrétariat de la ZLECA qui est basé à Accra. Les pays africains sont en pleine négociation via leur ministère du Commerce sur les règles d'origine. Parce que n'oubliez pas que le soubassement d'une zone de libre-échange repose, entre autres, sur cette règle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est exempté quel est le produit exempté de droits de douane ou bien de droits prévus dans le cadre de la ZLECA. Donc, c'est très important. Il y a aussi des négociations sur les barrières non tarifaires. Donc, vous savez que c'est un agenda qui va s'étaler sur plus de 30 ans, avec un démantèlement progressif, mais l'Afrique doit juste imposer son agenda face aux Américains. Oui, mais la ZLECA, elle est faite pour qui? Pour les Africains? Elle est faite pour les Africains. Mais est-ce que les Africains sont au courant de la ZLECA? Le paysan de Sindjubambe, il sait ce que ça veut dire la ZLECA? Ils sont au courant de rien de ça? En réalité, ce n'est pas... La ZLECA, pour le moment, ne s'adresse pas aux paysans. La ZLECA, c'est une architecture à parachever. Elle s'adresse au ministère du Commerce, aux techniciens des ministères du Commerce, aux négociateurs que les pays ont désignés. Mais à la fin de la journée, c'est pour le citoyen? Non, bien évidemment, c'est pour le citoyen. Mais si le paysan de Sindjubambe, comme vous le dites, peut arriver un jour à vendre ses patates au Ghana, exemple de droit de douane, c'est là qu'il verra les bienfaits de la ZLECA. Mais pour le moment, nous sommes dans des négociations et les négociations se passent au sommet, comme dans toutes les négociations du monde. Mais l'Afrique doit juste mettre son agenda face aux Américains, parce que les Américains ne militent pas pour la ZLECA, dans la mesure où l'AGOA ne s'adresse pas aux pays de la ZLECA, mais s'adresse à des pays choisis par les Américains, selon les normes américaines. Et vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, quand le Rwanda a dit aux Américains, nous n'allons plus accepter que vous d'importer vos friperies chez nous parce que ça tue notre industrie du coton. Et là, qu'est-ce que les Américains ont dit? On va vous suspendre de l'AGOA. C'était sous, bien sûr, Donald Trump. Oui. Donc, les pays de l'IAC, c'est-à-dire East African Community, l'équivalent de l'IOMOA en Afrique de l'Est, se sont tout de suite désintégrés par rapport aux décisions américaines. Les autres pays ont dit « Ah non, nous suivons les Américains » et le Rwanda s'est retrouvé tout seul. Donc c'est pour vous dire que ces lois, ces cadres bilatéraux mais justement, ne vont pas dans le cadre... C'est là-bas que je voulais qu'on questionne le leadership africain. Cette sorte d'Africains qui sont souvent désintégrés dès que les États-Unis menacent. Certains s'en vont, fuient et laissent les autres dans la situation de désintégration. En fait, c'est ça. C'est là la vraie question, c'est est-ce que la logique horizontale, l'agenda africain, c'est-à-dire l'intégration, va résister face aux logiques verticales de prédation et aussi de partenariat. Parce que bientôt, vous aurez un sommet Afrique-Chine ici au Sénégal. Les Américains vont avoir un sommet aussi avec les Africains. Exact. Mais un sommet, et il faut le préciser, un sommet des démocraties. Parce que les Américains ne mettent pas en avant l'économie. Et c'est là où le bas blesse. Avec les Occidentaux, souvent, on évite de parler affaires, business. On dit que nous sommes là pour faire avancer la démocratie ou nous sommes là pour vous aider. Même l'AGOA. L'AGOA, c'est quoi? L'Initiative Growth, African Initiative Growth, c'est dire pour aider les Africains à exporter leurs produits en Amérique. Or, ces produits, c'est quoi? C'est le pétrole en grande partie. Donc, c'est là où le pragmatisme chinois, la franchise chinoise, elle marche.
elle fait des émules, parce que les Chinois, ils disent, nous venons pour le business. Oui. Ibrahim Bahoum, pour terminer très rapidement, pragmatisme chinois au détriment des intérêts de l'Afrique. Les Chinois, ils veulent de l'argent, ils veulent gagner des ressources pétrolières et minières, ce qui les intéresse. Parce qu'ils sont dans la compétition. Ils ont attendu très longtemps de partir de pays pauvres à ce qu'ils sont aujourd'hui, pays regardant les yeux dans les yeux toutes les autres puissances traditionnelles qui étaient là, et même en étant largement au-dessus de certaines autres anciennes puissances. Ce pragmatisme-là, il faut comprendre. Ils se sont mis dans une logique c'est l'économie de marché. Ce n'est plus le communisme pur et dur, etc., à la Mao Tse-tung et suivant ou précédent. Mais Ibrahim Bahoum, dans tout ça, que gagne l'Afrique dans tout ça? Qui gagne l'Afrique dans tout ça? Enfin, si les Africains ont une manière intelligente d'accepter la diversification des partenaires, je pense que l'Afrique peut également gagner. Mais à supposer aussi, vous avez parlé de leadership, il faut un leadership suffisamment vigilant, un leadership suffisamment patriotique, un leadership suffisamment éclairé, un leadership écoutant son peuple pour savoir qu'effectivement, quand il y a des intérêts ici, il faut aller les prendre, mais en nous disant que de toute façon, nos anciens tuteurs ne nous ont jamais fait de cadeau. Comme disait quelqu'un, depuis un tel, il a donné exactement le nom d'un ancien gouverneur français, depuis lors l'Afrique est restée où elle était, il faut penser à autre chose. Mais c'est autre chose maintenant que nous avons appris. Les leaders que nous avons ont appris, ou doivent avoir appris, de ce que nous avons eu comme erreur, de ce que nous avons eu comme faiblesse. C'est le moment de dire, ces partenaires qui vont arriver, d'accord, nous n'allons pas nous laisser imposer n'importe quoi. Vous avez parlé tantôt de la Zeleka et votre question c'était est-ce que le président de Bambey était au courant, etc. Bon, je pense que dans la Zeleka également, il faut bien que nous voyons qu'est-ce que nous échangeons entre Africains. Est-ce que nous échangeons entre Africains des produits fabriqués chez nous par des multinationales venues d'ailleurs avec leurs intérêts, ou alors est-ce que nous échangeons chez nous des produits dont la matière première est partie lycée, non transformée, envoyée ailleurs, revenir encore en produit fini. Est-ce que c'est ça que nous changeons? Autrement dit, nous devenons des consommateurs vendant à d'autres consommateurs. Si c'est cela, la ZLECA ne servira à absolument rien du tout à l'économie africaine. Donc, vous avez raison, c'est le moment pour les Africains d'accepter cette nouvelle orientation dans le partenariat, mais en se disant que les Chinois ne sont pas venus seulement pour nos beaux yeux d'Africains du tout, ils sont venus pour faire des affaires, mais puisque tout le monde était là pour faire des affaires, pourquoi pas eux? Et à ce moment-là, voilà. C'est nous et nos dirigeants qui doivent être plus responsables et plus regardants. Voilà, et merci infiniment. Le temps qui nous est imparti est terminé. On a même grignoté 2 minutes. C'est le temps. Toutes mes excuses à Alassane Top qui va présenter le bulletin. Merci à Biran Sissi à la technique. Merci à Ibrahim Bahoum infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir accepté au pied levé de participer à cette émission. Merci à Adam Awad, directeur de Financial Afrique, d'avoir été avec nous. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.